Colette l'a dit ce matin, mais je le répète, le Centre d'études sur les médias, dont je suis toujours, encore pour quelques mois peut-être, le président du conseil, est très heureux d'avoir organisé ce colloque avec la chaire de Véronique, que je félicite aussi pour cette chaire qui sûrement deviendra un outil très important pour l'Université de Laval et pour la diversité culturelle. Alors, moi j'ai présenté, d'habitude c'est pas long, ça dure 2 secondes, mais j'avais beaucoup de mal, je suis bavard. Je voudrais dire 2 choses avant de vous présenter M. Giguère, M. Lemieux. D'une part, pour enchaîner avec ce qu'a dit Mme Simard ce matin, simplement, c'est une anecdote, je n'ai pas vu la pièce. Parce qu'on a tendance à l'opposer, on l'a vu toute la matinée, la culture nationale et l'exportation. Je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai fini de lire hier soir tard, d'ailleurs, ça se lit rapidement, 887 de Robert Lepage. 887 rue Meureux. Robert Lepage, il parle du fait qu'on l'ait refusé au séminaire de Québec parce qu'il était fils d'un chauffeur de taxi et qu'on craignait qu'il ne paie pas, qu'il ne puisse pas payer ses études. Son père est un chauffeur de taxi coop. À prime abord, ça n'a rien de valable pour l'exportation, le taxi coop. Il nous y parle de l'afternoon tea au Château Frontenac. C'est très local, ancré dans la vie de Québec. Moi, j'ai retrouvé le Québec que j'ai connu dans les années 60. Je voudrais simplement ajouter que Robert Lepage va sans doute faire le tour du monde avec le 887 de la rue Meureux. Alors, quand vous êtes ancré dans votre réalité, que c'est relatif à l'humain, l'universel n'est pas très loin du local. Deuxième chose, avant de présenter mes 2 collègues, j'écoutais ce matin, évidemment, il y a un tsunami, comme l'a dit Philippe, je pense, ce matin, mais je voudrais vous reporter pour un instant dans les années 1920. Dans les années 1920, c'était la naissance de la radio. Les propriétaires de journaux se sont affolés. À l'époque, je ne veux pas dire que le tsunami était le même, mais mutatis mutandis, comme j'ai appris dans les humanités gréco-latines, on peut faire un certain parallèle avec la période de la naissance de la radio il y a un siècle. Les propriétaires de journaux se sont affolés. Aujourd'hui, les médias traditionnels s'affolent vis-à-vis du numérique. Ils ont acheté ou lancé des postes de radio, des stations de radio. Aujourd'hui, les médias traditionnels vont sur le numérique. Les pères dominicains se sont affolés dans leur revue qui s'appelait, je pense, la revue dominicaine, en disant les Québécois vont perdre leur âme avec la radio qui nous vient des États-Unis, Roger Bourlu, qui fait la voix sur l'annonceur américain du Ballroom, du Waldorf Astoria à New York. Est née au Canada la Ligue de la radio, Radio League, dirigée entre autres par un monsieur, ça ne me rajeunit pas, mais que j'ai interviewé quand j'étais étudiant, j'ai interviewé en 1965, il était délégué de Saskatchewan à Londres, Graham Spry. Monsieur Spry a lancé un cri de ralliement qui est aussi important aujourd'hui qu'il l'était il y a un siècle, c'était « The State or the United States ». Alors, c'est toujours aussi pertinent qu'à un moment donné. L'idée, c'est pas de faire une frontière au Canada. Il n'y en a pas eu à l'époque. Mais il y a eu une volonté. On a mis en place un groupe dans les années 20, la commission Aird. Un banquier de Toronto, le président de cette commission, John Aird, a publié un rapport en 1929 disant si l'État n'intervient pas, nos enfants vont tous être américains dans leur tête. Alors, les mêmes questions se posent maintenant. Si l'État n'intervient pas, comme dit mon ami Pierre Trudel, les règles, c'est Google et compagnie qui vont les faire. Alors, ou our state intervient, ou alors les règles sont faites par d'autres. Alors voilà.
On a décidé au mois de juin de demander à CROP de faire un sondage en prévision de cet événement. Ce matin, je disais à M. Giguère, vous avez été malmené ce matin, les sondeurs, à cause du résultat des élections américaines. Vous allez voir, il y a une très bonne réponse. Alors, je disais ce matin comment je vais présenter un sondage, alors que tout le monde dit on ne doit plus se fier au sondage. Pourquoi avoir fait un sondage? Parce qu'au début du mois de juin, l'Institut Angus Reid a publié une enquête d'opinion, et parce qu'ici on pensait, avec Véronique et Yvan Bernier, que l'opinion publique, c'était important d'en connaître autour de ces questions. Autrement, on discute avec des lobbies, autrement. Alors, il faut savoir aussi ce que pense l'opinion publique, et il s'agissait aussi d'une certaine manière de revenir à cette idée il y a un siècle, est-ce qu'on protège l'identité, et le leitmotiv, en tout cas dans ce que je connais un peu mieux, les politiques de la radiodiffusion depuis un siècle, le mot d'ordre, c'est de protéger l'identité canadienne. Est-ce que ça s'applique encore? Est-ce que l'opinion publique appuie encore les mesures de l'État en ce sens? Alors, le sondage Angus Reid à l'époque disait que 83% des Canadiens pensaient que la culture canadienne était unique, et il y a quand même une différence. 61% qu'on avait besoin de l'appui du gouvernement. On demandait à l'époque aussi si le CRTC devait jouer un rôle dans le monde numérique, comme il l'avait joué traditionnellement dans le monde des médias dits traditionnels. Et là, il y avait une très bonne différence entre le Québec et le reste du Canada. C'est ce qui nous a amené à demander à CROP de faire cette étude. Alors que 58% des Québécois voient un rôle important pour le CRTC dans le monde numérique, le résultat est inversé pour le Canada anglais, où 60% des Canadiens ne souhaitent pas que l'État, que le CRTC intervienne dans le monde numérique. Alors, on a voulu, et on a les résultats aujourd'hui, vous les avez dans les documents, grâce à CROP, savoir de façon un peu plus pointue qu'est-ce qui se passait au Québec, qu'est-ce qu'on consultait sur le numérique, est-ce qu'on pense qu'il y a suffisamment de contenu canadien et québécois dans l'univers numérique. On accorde tellement d'importance à l'idée de découvrabilité. Alors c'est un peu tout ça que M. Giguère va dire. Alors je vous présente nos deux invités, j'en arrive, je n'ai pas été, j'espère, trop bavard. M. Alain Giguère est le président. Les deux sont sociologues. Alors aujourd'hui, on est en bonne compagnie avec la sociologie. M. Giguère est président de CROP. Il a étudié en sociologie, en démographie à l'Université du Québec et à l'Université de Montréal. C'est un conférencier recherché. CROP fait des études depuis des années sur l'évolution des valeurs aussi. Et alors, on lui a demandé non seulement de donner des résultats du sondage, je pense que vous les avez, mais de situer tout cela en contexte aussi à la lumière des nombreuses études que CROP a réalisées au fil des ans. Et le commentateur, ce sera Michel Lemieux, sociologue aussi. À une certaine époque, vous n'avez pas homme politique, mais conseiller d'homme politique. Conseiller, il a eu la chance de travailler pendant quelques années avec René Lévesque, dont il était un des conseillers. Michel est aussi un spécialiste des sondages. Il a été vice-président de Léger. Alors, on a Léger. On est correct. Et il a aussi fait, au cours des dernières années, plusieurs travaux pour le Centre d'études sur les médias, dont une étude que nous reprenons depuis 2007 à tous les 2 ans pour voir en matière d'information. L'enquête de CROP porte surtout sur le divertissement, la musique, l'audiovisuel. Mais Michel aussi commentera les propos de M. Giguère, mais peut-être aussi qu'il fera allusion à ce qu'on a fait au centre d'études, où on a suivi l'évolution de 500 personnes à tous les 2 ans et leur transfert graduel en matière d'information vers le numérique. Alors, M. Lassie et M. Giguère.
Oui, deux choses. En fait, ce que j'ai fait pour préparer cette présentation-là, parce que ça nous a donné un mandat d'étudier un certain nombre de thèmes à la consommation de produits numériques et de contenu numérique. Sauf qu'en voyant ce que M. Scourgeot nous demandait de faire, ça appelait tellement d'autres études qu'on a faites sur le même sujet que je me suis permis, sûrement que vous me permettrez de le faire, d'intégrer à cette présentation-là des diapositives de résultats de recherche qui ne sont pas dans ce qu'on vous a donné. Ce qu'on vous a donné est les résultats des travaux qu'on a faits pour M. Scourgeot. Mais il y a d'autres études de résultats de recherche qui, à mon avis, complètent un écho formidable à ce qu'on a étudié. Donc, est-ce qu'il y a moyen de... Le X, peut-être? Le X? C'est le X. Merci. Donc, dans un premier temps, l'étude qu'on a faite pour son étude sur les médias a eu lieu du 15 au 19 septembre, un échantillon par panel qui sert à refléter l'ensemble de la société québécoise sur tous ses aspects sociodémographiques, âge, sexe, scolarité, religion, etc. Mais l'entrevue a été complétée. Donc, dans un premier temps, l'utilisation des plateformes. Ici, c'est un résumé. Là, en fait, on demande aux gens pour la dernière année à vous utiliser des plateformes numériques et il y avait une très longue liste d'à peu près tout ce qui est disponible à l'heure actuelle comme plateforme numérique et on demande aux gens de nous dire s'ils les avaient utilisées. Ici, vous voyez dans un premier temps le résumé de tout ça, quand on met ensemble toutes les plateformes numériques qui ont été utilisées par les gens. Et ici, j'ai mis quelques exemples de ce qui sortait de ce nom. 78% de la population nous disent utiliser une plateforme numérique, ce qui est quand même énorme, c'est 8 personnes sur 10. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la relation qu'il y a avec l'âge. Chez les 18-34 ans, c'est virtuellement tout le monde. C'est toute la population de cette génération-là qui consomme ces plateformes numériques. Et de loin, tout le monde a parlé de YouTube beaucoup ce matin, c'est vraiment la force de ce média, de cette plateforme est absolument formidable. 78% chez les 18-34 et même chez les 55 ans inclus, en 47%. Je m'amuse à dire que un baby boomer de 70 ans qui va regarder un vieux film, un vieux spectacle de Led Zeppelin, il va le trouver en 10 secondes sur cette plateforme. Donc, c'est pas uniquement un fait de jeune génération. YouTube a une pénétration de marché absolument formidable. Netflix a 50% chez les jeunes. Donc, on voit à cette première lecture qu'il y a un phénomène ici d'âge qui joue énormément, pas uniquement, mais... Et ce qui m'a amené à sortir une autre étude, je ne sais pas si vous avez vu passer l'été dernier, le journal La Presse a fait un spécial avec un sondage qu'on avait fait sur la consommation des médias et des plateformes numériques chez les jeunes. Et même si l'étude portait avant tout sur les jeunes, donc les moins de 35 ans, on avait quand même un échantillon sur l'ensemble de la population pour comparer les comportements des jeunes par rapport au reste de la population. Et ce qui la presse, enfin, je pense que je les ai noyés d'informations à cette étude-là, ils en avaient trop, donc il y a des détails qui ont passé. Et moi, quant à moi, ils ont passé le détail le plus intéressant que je leur avais souligné. C'est que vous preniez ici, on faisait le tour d'à peu près toutes les plateformes qui existent. Bon, télévision traditionnelle, la radio traditionnelle, des contenus comme YouTube, des jeux vidéo, Netflix, des contenus streaming de musique en continu, et la balado du podcast, la balado de diffusion. Ce qui est absolument fascinant, c'est lorsque vous distinguez, parce qu'on a tendance aussi à dire que c'est un phénomène de ce qu'on appelle les milléniaux, les jeunes, les 18-35 ans, et je trouve qu'il y a une nuance à faire, malgré qu'ils sont d'une génération assez importante et qui changent beaucoup les règles du jeu, je pense qu'il faut encore même segmenter plus précisément entre les 18-24 et les 25-34. Et lorsque vous faites ça, il y a une bassine de vocabulaire, il y a une linéarité absolument fascinante de génération à l'autre. Hein? La télévision traditionnelle, les 35 ans et plus, on passe à 67, 52, 48. Plus vous allez dans une génération qui est plus jeune, plus la consommation diminue. La radio traditionnelle, 47, 40, 41. YouTube, 18, 43, 62. Les jeux vidéo, chacune de ces plateformes a une relation parfaitement linéaire avec l'âge. Et
je ne veux pas prédire l'avenir, là, c'est pas mon but, mais je ferai l'hypothèse que je reviens ici dans 5 ans et que je rajoute ici une autre génération, et je ferai l'hypothèse que cette linéarité-là va continuer à se poursuivre. En d'autres termes, j'ai écrit le mot âge ici, quand j'ai préparé ce tableau, j'aurais dû écrire génération. Hein? Parce que si on dit que c'est l'âge, ça veut dire qu'en vieillissant, on va retourner à des anciens comportements, que c'est un comportement qui est isolé en fonction de l'âge, et en vieillissant, on revient au comportement des âges plus élevés. Ici, je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est un phénomène de génération. Il y a des nouveaux contenus, il y a des nouvelles plateformes qui ont été adoptées par les plus jeunes générations, et plus les nouvelles générations arrivent dans le portrait médiatique, plus ils adoptent ces nouvelles générations, ces nouvelles plateformes-là. Et si vous me passez l'expression, je pense que la pâte à dents est sortie du tube. On ne reviendra pas là. Ces nouvelles plateformes-là sont là pour rester, ils sont là pour croître. Et probablement que si je refais ça dans 5 ans, ils vont en avoir d'autres qui vont s'être ajoutés. Ensuite, quelque chose que j'ai fait en 2014 et qui, je suis convaincu, là, ici, je suis un peu gêné de vous montrer quelque chose qui date de 2014, donc de 2 ans, mais je trouvais tellement ça révélateur à l'époque et je suis convaincu que le portrait est pire aujourd'hui. J'appelais cette étude la recherche de l'homo numericus, hein? De voir c'est qui cet individu qui consomme des contenus sur les plateformes numériques, qui essaie de le décrire, de le comprendre, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses motivations. Et à l'époque, oui, ce qui est important de préciser, ici on demande aux gens s'ils consomment ces plateformes-là. La différence avec ce nouvel exercice ici, c'est que je demandais qu'est-ce que vous consommez principalement. Et donc, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils consomment principalement, ça change un peu le décor. À l'origine, moi je croyais, l'hypothèse avec laquelle j'étais parti quand on avait fait ça, c'est qu'il y aurait un homo numericus qui consommerait sur les plateformes numériques pour la radio, pour les contenus de radio, pour les contenus vidéo, de télévision, pour de l'information. C'était vraiment mon hypothèse. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un homo numericus pour la radio, la télévision, pour l'info, mais qu'il y avait une intersection très faible. Par contre, au total, on avait 33% de la population, une personne sur 3 au Québec, qui consommait principalement des plateformes numériques pour ces différents types de contenus-là. Je n'ai pas refait l'exercice exactement comme celui-là, mais j'ai plein d'indications qui m'amènent à penser que, les 3 territoires se sont fusionnés de plus en plus les uns par rapport aux autres, donc il y a de plus en plus d'interaction entre quelqu'un qui consomme des plateformes numériques, principalement des plateformes numériques pour la radio, la télé et l'information, et que j'estime à peu près que ceux qui consomment principalement est passé de 33 à peu près à 40%. Et si donc je reviens dans 5 ans, est-ce que ça va être 50? Il y a vraiment ici une tendance lourde dans le marché qui s'impose de plus en plus. Oui. Pardon, excusez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, OK. L'autre préoccupation, bien sûr, c'est la consommation de contenu canadien et québécois. Donc, encore une fois, on demande aux gens, est-ce que vous consommez, et il y a une liste de contenus, est-ce que vous consommez des contenus canadiens et québécois? Bon, quand même, un indicateur réjouissant dans tout ce qui est présenté ici, c'est quand même 67% des gens qui nous disent consommer des contenus québécois, et aux Canadiens, et 75% chez les jeunes. Par contre, et là, je ne veux pas faire exprès pour pas tomber dans une note un peu plus moins optimiste, j'ai sorti un autre indicateur sur le même thème, sur lequel là, je demande aux gens qu'est-ce que vous préférez comme contenu. Et ça faisait partie encore une fois de l'étude que la presse a publiée à la fin de l'été. Donc on demandait aux gens est-ce que vous préférez les contenus, la musique par exemple, ici c'est sur la musique, là, mais de la musique des artistes québécois ou francophones, la musique des artistes français mais non québécois, la musique d'artistes internationaux. Le chiffre parle de lui-même. 50, ils ont beau nous répondre qu'ils consomment des contenus québécois ou canadiens, mais ce qu'ils préfèrent est de loin, la majorité nous répondent que c'est la musique d'artistes internationaux. Et ensuite, si on fait le même exercice de regarder à l'intérieur des 18-34, les 18-24 et les 25-34, la différence est encore plus marquée. Donc,
je ne peux pas m'empêcher, j'entends toutes les discussions depuis ce matin, j'étais dans le fond, j'entendais toutes ces discussions, et une des conclusions auxquelles vous arrivez, c'est que l'industrie québécoise a peut-être besoin d'un coup de pouce du gouvernement pour se battre contre ces artistes internationaux. L'image au même mot, juste ce tableau est convaincant, la force marketing d'artistes américains, d'artistes internationaux, est telle que nous, dans un petit marché comme le Québec, avec la masse critique qu'on peut avoir pour nos artistes, on ne peut pas se battre avec un Kanye West ici ou un Taylor Swift ou ce genre d'artiste qui va chercher, si vous voulez, ce genre de monde-là. Ensuite, aussi un résultat, disons, j'allais dire désespérant, mais certainement un peu décevant. Est-ce qu'on demande aux gens si le contenu canadien et québécois est suffisant sur les plateformes numériques? 64% des gens, quand même, nous disent que c'est suffisant, et 62% chez les francophones. J'aurais espéré que la différence chez les francophones soit beaucoup plus grande, qu'au moins les francophones nous disent que le contenu francophone sur les plateformes numériques n'est pas suffisant, ce qui est une différence de 2 points, là, c'est statistiquement pas vraiment significatif. On peut comprendre que les non-francophones en ont un peu moins rien à cirer, mais on aurait pu espérer que les francophones soient un peu plus solidaires, si vous voulez, de l'univers culturel québécois. On leur demande si les contenus sont faciles à trouver. Ici, il n'y avait pas de relation avec l'âge. La seule relation statistique que je pouvais trouver, c'était le fait d'avoir une scolarité, un niveau d'éducation universitaire. Plus d'éducation, plus critique, plus curieux, peut-être, ces gens-là trouvent que les contenus québécois contenus canadiens et québécois sont plus difficiles, sont moins faciles à trouver. Il y a un appétit qui est exprimé de façon un peu plus grande. Et enfin, pour terminer, on leur demande la fameuse question, est-ce que le gouvernement devrait intervenir pour soutenir la production ou non pas intervenir? Bon, on peut peut-être se réjouir que c'est près de 6 personnes sur 10, ensuite versus 42, mais ce qui m'inquiète encore, c'est de voir que le chiffre diminue chez les jeunes. Est-ce que le verre est à la moitié vide ou à moitié point? C'est quand même une personne sur 2, donc vous avez une personne sur 2 de chaque côté, mais encore une fois, il y a une relation linéaire entre l'âge. Les gens plus âgés semblent plus sensibles à la protection de la culture canadienne et québécoise, alors que plus on est jeune, on ne peut pas faire le lien avec le fait qu'ils consomment davantage et qu'ils préfèrent les contenus internationaux. Donc pourquoi supporterait-on une culture qui nous intéresse un peu moins, ce qui explique le chiffre qui diminue un peu. Donc, enfin, dernière chose, de façon générale, quand j'ai... je ne sais pas si je dépasse mon temps jusqu'à maintenant. On avait donné 15 minutes, ce qui pour moi est pas habituellement dans les habitudes. Mais quand on a bâti cette étude, ce modèle, en cherchant ce qui était l'homo numericus au Québec, une des préoccupations qu'on avait, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui l'amène. M. Sauvageau disait tout à l'heure qu'on dirige à CROP une étude depuis des années sur les valeurs des gens, une espèce d'énorme sondage qu'on fait une fois par année, mesure une centaine de codes sensibles, qui nous permet d'essayer de comprendre pourquoi les gens consomment tel produit, telle marque, qu'est-ce qui amène, quelles sont les motivations qui amènent les gens à faire les choix qu'ils font. Donc, on étudie ce type de méthodologie pour essayer de comprendre ce qui amène les gens à consommer des contenus numériques. 2 choses. Et là, je vous fais un résumé très succinct. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir, mais je vous fais un résumé très succinct d'une présentation qui pourrait durer beaucoup plus longtemps. Il y a 2 types de vecteurs, je dirais, qui expliquent l'appétit pour les plateformes numériques. L'expérience, le type d'expérience, c'est pas la même expérience que d'être assis devant son téléviseur ou d'écouter de la radio, que de pouvoir avoir une plateforme mobile, vous êtes dans le métro et vous regardez une émission de télévision sur votre iPhone. Alors, donc, le type d'expérience est radicalement différent. Donc, c'est le premier vecteur, si vous voulez, vers lequel qui explique cet appétit. Et le deuxième, c'est le contenu. Les gens nous disent qu'ils trouvent sur les plateformes numériques des contenus absolument formidables et une qualité de contenu qu'ils ne trouvent pas sur les plateformes traditionnelles. Vous pouvez être dans des accords, mais c'est ce qu'ils nous disent. Si Netflix a eu le succès, pas le succès formidable, c'est que les gens trouvent là des contenus qu'ils ne trouvent pas ailleurs, et ces contenus-là attirent suffisamment de gens pour expliquer le succès de cette plateforme. Donc,
ce qu'ils nous disent essentiellement sur l'expérience, c'est qu'il y a un désir de réinventer l'expérience de ce que c'est un média. Il y a un plaisir de faire les choses autrement, que de pouvoir regarder une émission de télévision sur un téléphone dans le métro, que de regarder une émission de télévision sur son iPad dans son bain. Enfin, il n'y a rien que je n'ai pas entendu, je vous passe les détails, mais il y a cet appétit pour faire une expérience qui est totalement différente de l'expérience traditionnelle avec laquelle on consommait les médias. D'une part, l'idée, c'est d'intégrer cette expérience dans un style de vie qui est plus mobile, qui est diversifié, qui a une expérience totalement différente et qui nous permet de consommer, comme j'ai une expression que j'aime bien et qui décrit cette mentalité, c'est quand les gens nous disent la tyrannie de la grille horaire. Hein, qui veut encore écouter, il en reste là, mais qui veut encore écouter une émission, je ne sais pas, à 9h à TVA ou à Radio-Canada, au lieu de pouvoir l'écouter quand on veut, sur la plateforme qu'on veut, de façon mobile, avec des appareils portables, etc. Donc, vraiment, il y a là une motivation extrêmement importante, et je pense que c'est pas là pour arrêter. C'est sûr que le premier conseil qu'on donne à nos clients, parce que toutes ces études-là servent à conseiller nos clients qui sont dans les médias, c'est sûr que le premier défi, la première opportunité, le premier réflexe, c'est de dire, bon, mettez vos contenus disponibles sur toutes ces plateformes, et si vos contenus, les gens veulent les regarder sur leur iPhone dans le métro, ben assurez-vous qu'ils soient capables de le faire. Le défi que ça pose, et c'est pas moi qui vais vous expliquer ça, sûrement les gens en salle, c'est que la valeur de ce contenu-là que vous pouvez monnayer dans le marché sur l'iPhone n'est pas la même que si on vous regarde à TVA, à Radio-Canada. La valeur publicitaire dans l'iPhone est virtuellement rien. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe là. Or, ici, ce virage dans l'expérience implique un bouleversement du modèle d'affaires absolument irréversible. Je ne sais pas comment, moi c'est pas mon métier, mais je ne sais pas comment on va faire tous ces dollars qui risquent d'être perdus par cette nouvelle expérience. Quand je vous dis que la valeur dans les substituts, et que si je reviens dans 5 ans, le portrait risque d'être pire. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont consommer ces contenus-là sur les plateformes mobiles, sur lesquelles les diffuseurs traditionnels vont avoir énormément de difficulté à monnayer ça auprès des annonceurs, comme on risque de le monnayer. Donc, premier élément très disrupteur, comme on dit, et un défi formidable pour l'industrie. Le deuxième, encore, bon, ah oui, ce qu'on dit quand même aux gens, parce que peu importe comment vous allez le financer, peu importe comment on va le financer, je pense que l'industrie n'a pas le choix. Il faut que les contenus soient disponibles sur les plateformes. Ce qu'on nous dit, en plus, si ça peut inspirer les gens, c'est que les gens nous répondent, les jeunes particulièrement, nous répondent, il faut que vos interfaces soient ludiques. Ça, c'est absolument fascinant. S'il y a une des tendances lourdes dans l'espèce de psychologie de consommateur et d'utilisateur de nouvelles plateformes, c'est le besoin que de ludifier toutes les expériences de la vie. Hein, vraiment, il faut ce qu'on appelle la gamification en anglais, c'est ma traduction de la ludification. Donc, on veut des expériences qui sont ludifiées, on veut plus d'autonomie, on veut que les interfaces soient attirantes, belles, esthétiques et tout. Donc, et tout ça implique des investissements, comme M. Québécois disait tout à l'heure, comme tout ça implique des investissements absolument colossaux et qui sont difficilement monnayables. Donc, premier défi. Deuxième, le contenu. Ben, je reprends cette phrase célèbre de Bill Gates, Content is King. C'est sûr que les gens nous répondent que si ils consomment, comme ils consomment les plateformes numériques, c'est qu'ils trouvent sur ces plateformes des contenus qui ne sont pas disponibles sur les plateformes traditionnelles. Et donc, mais là-dessus, je pense que s'il y a un défi majeur pour ce qui est de l'expérience comme telle, parce qu'on ne peut monnayer les expériences portables comme l'expérience traditionnelle, ici on peut se battre. Je pense qu'il se fait une télévision formidable au Québec. Je pense qu'il se fait de la télévision au Québec de qualité comme il s'en est rarement fait dans l'histoire. La musique, il y a des talents formidables. Je pense que plus on va produire, et ça va prendre les moyens, mais plus on va produire des contenus qui sont de qualité, les plateformes traditionnelles vont pouvoir concurrencer, si vous voulez, ces nouvelles plateformes. L'idée, c'est d'être à l'écoute
est-ce qu'on fournit bien le type de contenu que ces nouveaux utilisateurs veulent consommer? Mais je pense qu'avec une écoute assez attentive des besoins des gens par rapport à la consommation de contenu, là-dessus, les diffuseurs québécois peuvent tout à fait se battre et peuvent tout à fait remporter cette victoire. Et pour terminer, j'espère que je n'ai pas rajouté une touche de pessimisme à l'ensemble des présentations depuis ce matin. Je pense qu'il y a des défis majeurs, mais je pense que ces défis-là sont accessibles, on peut s'y attaquer. Et enfin, j'espère qu'on pourra convaincre les gouvernements de continuer à subventionner l'industrie pour qu'on va rendre envoyer. Je voulais effectivement, en regardant la présentation de M. Giguère, faire état des travaux du Centre d'études des médias, une des composantes de ce colloque-ci. Ces travaux-là, c'est une série, Florian le mentionnait tantôt, c'est une série de recherches qui est faite tous les 2 ans depuis 2007. Donc, on l'a fait 5 fois, l'an dernier. Ça porte, contrairement au sondage dont on vient de parler, ça porte sur l'information. Donc, c'est la manière dont les gens se procurent de l'information, mais au sens très large. Pour les faits de notre enquête, le jardinage de l'information, la météo, évidemment, la bourse, etc., sans compter l'information plus strictement d'actualité politique, etc. Donc, c'est assez différent des données qu'on vient de voir qui portent sur le divertissement, soit audio, soit vidéo. Évidemment, je vais être obligé de faire comme M. Giguère, faire un arrosage de chiffres. Je m'en excuse. Je n'ai pas préparé je vais le faire verbalement. En fait, quand on calcule sur notre échantillon la part de marché des différents médias, donc le pourcentage du nombre total de minutes que les gens consacrent à tel ou tel média. Donc on est en minutes en pratique. Les médias, entre 2007 et 2015, les médias numériques confondus passent de 8 à 37 minutes. Donc, vraiment une explosion. Mais les autres, c'est intéressant de voir, on n'en a pas parlé beaucoup, ce qui arrive quand même des autres médias. La télévision, 41 minutes en 2007, elle passe à 30 minutes en 2015. Un effondrement relatif. La radio, curieusement, de 17 minutes en 2007 à 16 minutes en 2015. Donc, la bonne vieille radio tient un peu le format. Les quotidiens papier, Brian en a parlé ce matin, passent de 18 minutes, on y consacre 18. En fait, la question qu'on posait, c'est hier, vous avez consacré combien de minutes à telle activité? Donc, c'est très, très précis. Donc, on ne demandait pas en général, lisez-vous les journaux, des choses comme ça. C'était un comportement factuel. Donc, en ce sens-là, les données sont très valides. Donc, le quotidien passe de 18 minutes à 10 minutes en 2007 et 2015. Les magazines papier de 8 à 4 minutes. L'hebdomadaire papier de 8 à 3 minutes. Donc, vous voyez évidemment le bouleversement énorme, on le sait, mais quand on le quantifie, c'est autre chose. Il y a un autre phénomène aussi qu'on a retrouvé, toujours en nombre de minutes, toujours pour la question de l'information. On demandait, quand on additionnait le nombre de minutes que les gens nous disaient avoir consacré la veille à de l'information, à la recherche de l'information, on passe de 84 minutes au total en 2007 à 101 minutes en 2015. Donc, la tarte générale a augmenté. Une des hypothèses qu'on fait, c'est peut-être que les gens s'informent plus, mais je pense que la notion d'information devient de plus en plus floue. Il se glisse beaucoup de divertissement à l'intérieur de l'information. La frontière n'est plus nette du tout. Et donc, forcément, le divertissement pur est facile à déterminer. Les gens nous posaient ce sondage-là est fait en face à face, parce qu'il est très long. Donc, on réunit les gens, on les paye pour répondre à nos questions. Donc, les gens, la notion de l'information devient de plus en plus floue. Donc, c'est important pour les gens qui sont dans le domaine des médias
Les gens ne savent plus ce que c'est que l'information. L'exemple typique, toutes les fois qu'on réunissait les gens de la main, ils demandaient tout le monde en parle parce que c'est de l'information ou du divertissement. Je me refusais à répondre à ça, c'est déjà une thèse de doctorat. Voilà, donc c'est des données qui, soit dit en passant, sont retrouvables. Ce sont des données publiques, si on veut, que vous pouvez retrouver sur le site du Centre d'études des médias. Ça a même fait dans le passé, mais pas cette année, je pense. Ça fait l'objet d'une série de plaquettes. Donc, vous avez beaucoup de détails. Vous voyez qu'on en a compilé beaucoup. Il y a beaucoup de détails sur, évidemment, un peu de structuration selon l'âge, le sexe, la région, etc. C'est une des sources intéressantes. Et d'ailleurs, peut-être je me posais en écoutant ce matin, peut-être intéressé de beaucoup de chercheurs ici dans la salle, ou des gens qui pataugent dans ces marécages-là. Il y a peut-être juste se rappeler les principales sources faciles, les sources publiques, évidemment. Disons, les sondages, les firmes de sondage ne sont pas accessibles au commun des mortels, généralement. Mais outre le Centre d'études des médias, on en a parlé ce matin, le Pew Research Center pour les données américaines, c'est un bijou. Tous les sondages américains, il existe quelque chose comme ça au Québec, au Canada. Pew Research Center. Et entre autres, vous avez une très belle discussion sur est-ce que oui ou non les sondages se sont trompés sur Donald Trump actuellement. Également, incontournable, le CIFRIO, qui à chaque année, depuis plusieurs années, fait ce qu'on appelle le Net Tendance. Le dernier vient de sortir. Énormément de données sur la consommation numérique, sur les achats en ligne, etc. C'est une mine d'informations, je pense, pour les chercheurs. Évidemment, le CRTC a énormément de données qui proviennent souvent d'une autre source de l'OTM, qui est l'Observatoire des technologies des médias, qui est relié à Radio-Canada, je pense, et à d'autres appels. Donc, c'est des sources, je pense, intéressantes pour croiser les données. En pratique, on a toutes sortes de problèmes dont on a entendu parler ce matin, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de sources statistiques et ou de sondages sur le sujet. Peut-être je vais faire rapidement parce que je sais qu'on est limité dans le temps. Peut-être pour compléter les données de CRA, dans le dernier rapport CRTC, la page 111, si vous voulez vérifier une série de chiffres, ils ont retrouvé que 17% des francophones, 20% des Canadiens, ont écouté des services audio spécialisés en continu, en streaming, durant le dernier mois. C'est un peu différent de la question de Carl tantôt. 51% des francophones et 55% des Canadiens ont visionné des vidéos en contenu, en streaming, donc Netflix et autres, dans le dernier mois, spécifiquement sur YouTube. Donc, ce sont des chiffres complémentaires à ce qu'on a entendu. Peut-être sur la question, la terrifiante question de Québec-Montréal. Moi, évidemment, il y a une différence de fréquentation des sites. Je voyais justement dans le CIFRIO, les gens de Québec fréquentent davantage les sites. Dans le dernier CIFRIO, c'est une tendance. Les gens de la RMR de Québec ont fréquenté YouTube. 68% des gens de la RMR ont fréquenté YouTube dans le dernier mois, contre 60% à Montréal. Moyenne du Québec, 57%. 80% des gens de la RMR de Québec ont eu au moins une activité sur les réseaux sociaux, contre 75% à Montréal. Parce que les gens se sentent plus menacés. En général, d'ailleurs, les gens de Québec fréquentent plus les médias que les gens de Montréal. Par contre, les gens de Montréal fréquentent plus les médias numériques, comme tels. Il y a des chiffres dont je vais vous faire grâce. Moi, dans le cas de Québec-Montréal, on a fait, je ne sais pas combien d'études on a vu là-dessus. Probablement, un des phénomènes, d'abord, la différence n'est pas énorme, mais je pense qu'un des phénomènes, c'est que les gens se sentent moins menacés à Québec. Par exemple, entre autres, sur la question de l'interventionnisme étatique, on pose la même question, par exemple, sur les lois linguistiques ou les questions relatives à l'immigration. Les gens de Québec, disons par exemple les lois linguistiques, les gens de Québec se sentent moins menacés par l'anglais, si vous voulez, l'affichage en anglais, par exemple, ils sont toujours beaucoup moins interventionnistes sur presque tout. Je sais qu'on pourrait faire appel aux radios poubelles et tout ça, je n'irai pas jusqu'à en enfer comme ça pour expliquer le phénomène.
Je pense que les gens se sentent moins menacés. Je pense que pour cette raison-là, ils souhaitent moins les interventions étatiques. Peut-être un élément aussi, toujours pour la question, parce que c'est au cœur du sujet du colloque, la question d'intervention de l'État. Peut-être que, évidemment, on ne détaillait pas dans la question, ça aurait été presque l'objet d'un sondage complet, les modalités d'intervention. Beaucoup de gens, par exemple, à une époque où j'étais président du CFRIO, justement, on faisait des enquêtes sur l'intervention de l'État dans le domaine d'Internet en général, et on voyait très bien que les gens sont beaucoup plus prêts, beaucoup plus chauds pour des interventions de type donner des subventions, de type budgétaire, de type crédit d'impôt, etc., et très peu ardents pour des interventions de type réglementaire, de type légal. Probablement que dans les recherches ultérieures, ça serait intéressant de vraiment voir comment les gens voient une éventuelle intervention de l'État. Puis moi aussi, je vais être d'accord avec moi, ma longue expérience en sondage, ce sont des questions très complexes pour les gens. Les gens souvent me répondent presque n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas exactement de quoi on parle. Ils ne sont pas dans un contexte de décision. Quelqu'un parlait tantôt, par exemple, des interventions en Australie pour taxer Netflix, etc. Personne n'est au courant de ça. Quand on pose la question de but en blanc, les gens n'y ont pas réfléchi. Ils n'ont pas beaucoup. Les gens ont peur des questions en affaires publiques en général. En particulier, on se fait souvent répondre, les téléphonistes, quand ça se fait au téléphone, se font souvent répondre. Il doit y avoir des experts pour ça, allez leur demander. Donc, les gens, c'est peut-être un peu. C'est une question peut-être un peu complexe pour le sondage. Il faudrait probablement la décortiquer. Et ça prendrait probablement un sondage complet pour fouiller ça, ou ça prendrait peut-être des groupes de discussion. Parce qu'aussi, les gens, en sondage, en groupe de discussion, les gens sont très, sur ce genre de questions-là, les gens sont très résignés, très fatalistes. Ils ne voient pas que ça pourrait être autrement, contrairement à beaucoup de gens ici. Ils prennent la situation actuelle comme ça, de donner de fait, inéluctable, qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Internet n'est pas payant, etc. Les gens donc le prennent comme. Ils voient mal comment on peut intervenir. Peut-être un dernier souvenir qui sont venus de groupe de discussion sur la liberté d'Internet, dont on parlait beaucoup ce matin. On voit surtout que les jeunes ont une perception extrêmement libertaire d'Internet, même anarchisante. On le voit avec les dossiers Wikileaks ou de Snowden. On veut aucun contrôle sur Internet et sur les produits d'Internet, une sorte de grand chaos créateur. C'est peut-être proche de ce que Trump a créé aux États-Unis. Donc, toute entrave perçue devient une sorte de dictature insupportable. Je caricature un peu, mais je pense que c'est l'essence de l'idée. Évidemment, on est dans le déni concernant les activités de Facebook, ou de Google, ou de Netflix, les activités publicitaires, les activités de référencement de Google et tout ça. Les gens ne le voient pas. Pour les jeunes, l'Internet est vraiment conçu comme un monde libertaire et toutes les interventions étatiques éventuelles sont jaugées à cette onde-là, à cette mesure-là. Je pense que la question de justice fiscale et tout ça, la question de production culturelle autochtone, production culturelle locale, régionale, n'est pas tellement mal appréciée. Mais c'est une question probablement de pédagogie. On voit encore dans le dossier Uber ou Airbnb. J'arrête là-dessus, je suis un gars qui fatigue. J'arrête. La question de l'âge m'intéresse beaucoup dans la présentation que Alain Giguère a faite. Puis j'essaie de toujours mettre un peu le contexte politique, historique aussi de ces générations-là. Moi, j'ai 63 ans, je viens de cette génération où la question de l'identité nationale a joué un rôle moteur dans tout ce que j'ai pu consommer sur le plan culturel, sur le plan de l'épanouissement personnel, politique, tout ce qu'on voudra. Et j'émets l'hypothèse
que les gens qui sont plus jeunes n'ont pas vécu cette même effervescence-là de chercher son identité, chercher qui on est en Amérique du Nord, chercher qui on est, nous, francophones, etc. Et que peut-être il y a une partie de l'explication de ce côté-là, puisque les plus âgés qui ont connu la même chose que ma génération, en tout cas à laquelle j'appartiens, eux sont plus sensibles à la question de la défense de notre culture, nos institutions, etc. Je ne sais pas si je vois les choses correctement avec une hypothèse de cette nature-là. Ben, je dirais que ce que ça m'inspire comme question, c'est que la culture à laquelle vous vous référez, cette culture-là aujourd'hui, c'est une culture médiatique internationale. À l'époque, il n'y avait pas cette espèce cet envahissement culturel, comme les artistes québécois, la culture québécoise avait une place infiniment plus grande aujourd'hui par rapport au poids médiatique, par rapport au poids marketing que ces machines formidables ont développé au cours des dernières années. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, elle grandit dans cet environnement culturel, avec beaucoup de guillemets, qui est complètement différent de celle dans laquelle vous et moi avons grandi. Et donc, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on va revenir à l'arrière? C'était ma métaphore de la porte à tout à l'heure. À moins qu'on puisse donner aux artistes québécois les moyens marketing, les moyens de diffusion que ces artistes internationaux, que ces plateformes internationales ont, je ne sais pas comment on peut gagner cette guerre-là. Le contexte auquel vous référez n'est plus là. Le contexte qui est apparu, c'est un contexte qui est dominé par cette planétarisation de la culture. Oui, madame. Mais justement, pour ce qui est des artistes québécois, il faudrait se poser la question quel type d'artiste québécois en soi. Moi qui travaille beaucoup au sein d'un conseil d'administration de diffuseurs au Québec, ce que je m'aperçois, j'encourage beaucoup les artistes de la relève. Je vais voir en spectacle, je fais un devoir pour aller les écouter, beaucoup des jeunes et des groupes de la région de Québec. Et je tombe toujours un petit peu de mon siège. À chaque fois, je vais voir ces artistes de la relève, Charlotte Cardin, Ariana, des groupes de la région de Québec, de Limoilou même, où ils ne font que des spectacles en anglais, qu'en anglais. Alors, pour eux, la problématique de la barrière de langue, elle n'est pas là. Et le soutien non plus. Au fond, ils disent, nous, on se met sur Internet et on se fait connaître. Je veux dire, on n'a pas la question des droits d'auteur. En autant qu'on connaisse, on se fasse connaître notre production, c'est comme ça qu'on va émerger à travers la Mais si je peux ajouter un truc, je ne sais pas si vous regardez La Voix jeune. Oui, The Voice, en France, The Voice. Ma conjointe, que je citais toujours quand j'enseignais, me faisait remarquer que la plupart des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans chantent tous en anglais. Exactement. Alors, ça aussi, c'est... Ça répond au questionnaire de la jeunesse. Ça veut dire que dès 12 ans, ce que vous écoutez, c'est en anglais. Et ce que vous reprenez quand vous voulez devenir une vedette, c'est en anglais aussi. Il y a un problème. Mais il y a un problème dominant, parce que dans les années 60, ce que la musique rock qu'on écoutait, c'était aussi en anglais. Il y a eu une émergence de groupes rock francophones, comme vous direz, à travers les émissions... spectacle jeunesse que vous mentionniez tout à l'heure, qui faisait connaître des groupes francophones. René Angélil, mais c'était de la musique vraiment influencée par... Les Baronnets, c'est mon époque, ça. Oui, voilà. Les Baronnets chantaient et les classaient, les je ne sais quoi, reprenaient en français les tubes anglais, sans payer de droit n'importe comment, je pense d'ailleurs, sauf erreur. En fait, mon commentaire, c'était juste pour faire remarquer que chez les jeunes, ils ont peut-être d'autres valeurs, d'autres véhicules, d'autres... ils adhèrent peut-être à d'autres types de cultures aussi, une culture mondiale, culture ouverte. Ils sont très, très environnementalistes, par exemple. Ils ont d'autres types de valeurs qu'on avait peut-être par rapport à notre génération. Voilà. Ben, puisqu'il n'y a personne au micro, c'est le panel qui aura le dernier mot. C'est le chuteras.
Je me sens un petit peu l'obligation d'intervenir parce que ce matin, vous avez entendu parler du problème de certains sondages par rapport aux élections. Je n'étais pas arrivé, moi. Il a dit, je n'étais pas arrivé. Ah, vous n'étiez pas arrivé. Donc, je me permets d'intervenir encore. Et c'est très intéressant, les sondages, pour avoir des informations sur les publics. D'ailleurs, le ministère de la Culture, aussi en France et au Québec, font des enquêtes aux 5 ans pour connaître les profils des consommateurs. Les travaux que nous, on mène, c'est des travaux essentiellement actuellement sur la consommation des produits culturels. Et on est capable de confirmer, par exemple, que effectivement, les produits étrangers ont un grand succès quand on voit que 7% des achats, et donc c'est ça chute, 7% des achats de pistes numériques vont à des produits étrangers, alors que c'était 50% à l'époque où les gens achetaient des disques et des CD. C'est 50% allaient à des produits québécois. Là, il y a 7% qui vont à des produits québécois, je veux dire en vrai. Mais ce que je veux quand même vous souligner par rapport à ce que je disais ce matin, dans la première note de la méthodologie, c'est écrit ce sondage est fait par le biais, je souligne, d'un panel web. Et plus loin, c'est caractère non probabiliste. C'est ce que j'évoquais ce matin. Il n'y a pas de problème pour ce genre de résultats-là et d'enquête. C'est pas les résultats ça ne dit pas, ça ne prédit pas les résultats électoraux. Mais les problèmes des résultats électoraux sont liés à cet aspect-là de la chose. Un panel web et caractère non probabiliste. Ça, en statistique, je suis désolé, je veux le souligner auprès de vous parce que vous avez à utiliser toutes sortes de données parfois, mais je vous invite à faire attention à ce genre d'informations. Je vais réagir avec Michel. Non, mais il faut vivre avec l'époque quand même. Je veux bien, à l'âge que j'ai, je peux dans le bon bien. Quand j'ai commencé à faire des sondages, étaient parfaitement probabilistes, et je me souviens d'avoir fait des sondages avec des taux de réponse de 80%. Hein? J'ai eu ça, moi. C'est sûr. Ça fait durer. Il faut vivre avec l'époque. Essayer de faire un sondage téléphonique aujourd'hui avec toutes les règles que normalement on devrait appliquer, c'est pas possible. 2, vous allez avoir 2% de taux de réponse. Les gens ne répondent plus au téléphone. Donc, il faut rejoindre les gens avec les moyens du bord. Il ne faut pas avoir cette nostalgie de ça serait bien meilleur quand j'étais jeune et que j'avais 80% de réponse. Il faut vivre avec les... Non, mais c'est parce que... Je souligne, faites attention quand vous disiez des résultats. Donc, la façon de vous parler, vous mettez comme vous savez un doute sur la qualité des résultats qu'on peut obtenir. Puis si vous voulez parler des élections américaines, les sondages ont très bien prédit, monsieur, le vote populaire. Ils n'ont pas pu prédire le vote du collège, le résultat du collège électoral, mais le vote populaire. Les sondages, la très grande majorité des sondages aux États-Unis ont fort bien prédit le vote populaire. Ce n'est pas le vote populaire qui rend le président aux États-Unis. C'est donc quand nous, au Québec, on essaie de prédire, les médias nous demandent de prédire qui va être le prochain premier ministre, quel parti va former le pouvoir. Il y a une différence entre, si vous voulez, le parti qui a le point plus de circonscription électorale que le vote populaire. Là-dessus, je suis obligé de défendre mon industrie, mon son d'histoire ici, que malgré le fait qu'on n'a plus les moyens techniques qu'on a autrefois, qu'on pouvait vous fier un peu à ce qui sort de notre industrie. Où ça? Oui, Michel, peut-être juste un mot, effectivement, dans le sens. Si vous allez sur le site de Pew Research, vous allez voir que dans les 15 derniers sondages avant l'élection, donc la dernière semaine, dont certains étaient téléphoniques, certains étaient hybrides, certains étaient uniquement web, sur les 15, il y en a 12 qui ont prédit, à l'intérieur de l'âge de l'art, le vote pour Mme Clinton. Donc, j'étais étonné, honnêtement, pas parce que c'est notre industrie, comme on dit, mais de bien remarquer que les sondages s'étaient trompés. Les gens étaient tellement déçus de l'élection de Trump qui cherchait, je ne sais pas, un bouc émissaire ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, le sondage a rien à faire là-dedans. Et c'est extrêmement difficile de sonder aux États-Unis pour des raisons politiques, parce que, comme vous le savez, il y a 54% des gens seulement qui ont été votés. C'est-à-dire, les sondeurs parlent à 100% des gens. Il y en a un sur deux à qui vous parlez. Il n'est pas pertinent. Vous ne savez pas lequel.
Il n'a pas envie d'aller travailler, il est à la retraite, il est bien. Oui, très brièvement. Sur les sondages, je vous invite à écouter Claire Durand, spécialiste des sondages à l'Université de Montréal, qui a fait une entrevue cette semaine exceptionnelle sur la question des sondages et qui, justement, est en mesure de faire beaucoup de nuances sur ce constat que certains, cette conclusion un peu antique que les sondages, c'est pas bon. Elle a apporté des nuances que je trouve intéressantes. Deuxième chose que je veux dire rapidement. Vous m'avez secoué avec la question des groupes de musique ici. Il y a quelque chose de ringard dans la culture et la musique francophone. C'est un peu comme si c'est passéiste et que notre génération, puis on est en train d'opposer la mondialisation, l'ouverture sur le monde à la fermeture de notre identité, de notre culture nationale. Puis c'est ça qui n'est pas correct dans cette opération-là. C'est comme si l'un était plus valorisant et plus valorisé que l'autre. Donc, il faut trouver ce juste équilibre-là, à mon point de vue. Un peu comme ce matin, on avait la discussion sur tous les produits. Non, ils ne sont pas exportables, mais tous restent essentiels à l'identité nationale, à condition d'y croire. Là, on va continuer. La façon de voir, à mon point de vue, auprès des jeunes, justement, faire aimer notre culture, notre langue, c'est par l'éducation. C'est de très jeune âge, l'enfant, l'éduquer, le mettre en contact avec le milieu de la culture et de la création. À mon point de vue, là, il y a quelque chose, c'est peut-être là où on a une prise. Alors, mais. Est-ce qu'on le perdrait? Oui. Allez-y, mais très rapidement, parce qu'on va prendre beaucoup de retard. Ça va être rapide, je pense. Donc, Marie-Pierre Laforêt de Culture pour tous. J'ai une question pour le sondage en tant que tel. Sur le sondage, je vais regarder rapidement là, avec la copie papier qu'on avait. On parle du nom des plateformes, des groupes d'âge et tout ça, mais est-ce qu'on a évalué le contexte de la mobilité? Parce que je pense que c'est beaucoup ça qui fait la différence. Vous parliez tout à l'heure que la radio avait à peu près pas perdu de part de marché, mais je pense que c'est parce qu'elle est mobile, la radio. Donc, je me demande si vous avez pu évaluer cette nuance-là entre la consommation mobile versus la consommation je ne vais pas à l'intérieur de ce sondage-là, parce que ça n'avait pas été une demande, c'est juste que ça ne faisait pas partie de l'interrogation. Non. Mais dans d'autres études, c'est sûr que nous avons abordé cet aspect-là, et c'est au centre, quand je disais tout à l'heure que dans les motivations qui amènent les gens à aborder, à utiliser les nouvelles plateformes numériques, il y a des grands vecteurs d'expérience et de contenu, donc des contenus uniques et une expérience qui, elle, peut amener les gens à consommer des contenus comme ils veulent. La mobilité est au centre de ça. La porte des appareils portables, la mobilité est au centre de ça. Tous ces gens-là qui consomment ces nouvelles, la grande majorité des gens qui consomment ces plateformes le font sur des appareils mobiles, sur un téléphone intelligent, sur un iPad, sur... Merci à M. Giguère.